Salut à tous. Un F-35 Lightning II des États-Unis vient de tomber du ciel au-dessus de l'espace aérien iranien. Pas une plateforme ancienne, pas un chasseur de troisième génération engagé au-delà de ses paramètres de survie, mais un F-35, le programme d'armement le plus coûteux de l'histoire de la civilisation humaine. L'appareil dans lequel l'United States Air Force, l'United States Navy, l'United States Marine Corps, ainsi que les forces aériennes de 15 nations alliées réparties sur 4 continents, ont collectivement versé plus de 400 $ pour le développer, l'acheter et le maintenir en vol. L'appareil est censé être un fantôme, l'appareil dont l'architecture furtive constitue le mur porteur fondamental de la doctrine de puissance aérienne américaine pour les 3 prochaines décennies. Quelque part dans la chambre d'écho pro-Trump, c'est sans doute le moment où un cratère en flammes est reconditionné en succès mal compris. L'Iran l'a abattu non pas avec un intercepteur de 5e génération, ni avec un obscur transfert de technologie venu de Moscou que les services de renseignement occidentaux n'auraient pas repéré. Mais avec un système de missiles solaires fondé sur une physique radar si bien documentée que la science sous-jacente figurait déjà dans des revues universitaires évaluées par les pairs avant que la plupart des hommes et des femmes aujourd'hui installés dans des cockpits de F-35 n'aient appris à lire. Le Pentagone a pris son temps avant de confirmer la perte. Quand la confirmation est enfin arrivée, elle tenait en 3 phrases. Un F-35 s'est écrasé au-dessus de l'espace aérien iranien. Le statut du pilote est en cours d'évaluation. Aucun autre détail n'est disponible pour le moment. Aucune reconnaissance de ce qui a abattu l'appareil. Aucune explication sur ce qu'un chasseur furtif américain faisait en opération à l'intérieur de l'espace aérien iranien. Aucune référence au champ de débris que la télévision d'État iranienne diffusait au monde entier dans les heures suivant l'abattage. Un champ de débris s'étendant sur 3 km dans le paysage iranien. Pas un site d'écrasement, un champ de débris, parce que lorsqu'une ogive à fusée de proximité explose à 40 m d'un appareil en mouvement à haute altitude, l'appareil ne plane pas gracieusement vers le sol. Il devient des éclats dispersés sur 3 km de territoire. Et les éclats racontent une histoire qu'aucun communiqué de 3 phrases du Pentagone ne peut réécrire. La physique des schémas de fragmentation, le rayon de dispersion, les indices d'altitude inscrits dans la géométrie de la dispersion, tout cela parle avec une clarté que les responsables des affaires publiques ne peuvent pas censurer. Le Pentagone avançait une défaillance mécanique comme facteur possible. La physique a offert une autre explication. Et l'explication que la physique propose entraîne des conséquences qui vont que tout le poids de ces conséquences n'a pas encore atteint la conscience publique. Car la vulnérabilité qui a permis à l'Iran de localiser et d'engager un F-35 n'est pas un défaut propre à cette cellule. C'est pas une défaillance d'entretien sur cet avion en particulier. C'est une limite fondamentale inscrite dans la physique qui sous-tend tous les avions furtifs jamais construits. Chaque F-35 encore en vol aujourd'hui porte cette même vulnérabilité. Chaque fin de Raptor la porte. Chaque B-2 Spirit la porte. Chaque plateforme furtive de nouvelle génération, actuellement dans les filières de développement américaines, la porte. Les ingénieurs qui ont construit ces appareils le savaient. Les gestionnaires de programmes qui ont approuvé les budgets le savaient. Les responsables qui se sont présentés devant les commissions du Congrès pour justifier les coûts unitaires le savaient. L'hypothèse qu'ils ont faite en réponse à cette réalité et peut être précisément celle qu'un système iranien de missiles solaires vient de faire voler en éclats dans le ciel iranien. Pour comprendre pleinement ce que l'Iran a réellement fait, il faut une image juste de ce qu'est réellement le F-35 et de ce que la technologie furtive accomplit réellement, parce que les deux sont abondamment discutés et presque universellement déformés d'une manière qui compte énormément pour comprendre comment cet abattage a été rendu possible. C'est le moment gênant où le théâtre habituel du pupitre à la Trump se heurte à un champ de débris qui refuse de suivre le texte. Le F-35 Lightning II est le programme d'armement le plus coûteux de l'histoire connue des conflits armés. Les coûts totaux du programme, entre le développement, l'approvisionnement et le soutien projeté sur l'ensemble de son cycle de vie, dépassent 1,7 trillion de dollars, selon les chiffres
compilé par le Project on Government Oversight. Les États-Unis, à eux seuls, se sont engagés à acquérir plus de 2400 appareils. 15 nations alliées ont soit achevé leurs achats, soit pris des engagements fermes pour faire du F-35 leur principal avion de combat de première ligne. La logique opérationnelle qui sous-tend cet engagement financier extraordinaire est simple à énoncer et extraordinairement coûteuse à exécuter. Un appareil capable de pénétrer un espace aérien défendu, qui détruirait toute autre plateforme tentant le même passage. Le mécanisme qui procure cette capacité, c'est la furtivité, pas l'invisibilité au sens science-fiction du terme. Une réduction de la section équivalente radar si extrême que l'appareil devient fonctionnellement indétectable pour les systèmes radars qui fournissent les données de ciblage aux missiles solaires. La section équivalente radar du F-35 se situe à environ 0,005 m² dans son aspect le plus favorable. Un oiseau en vol standard produit un retour radar d'environ 0,1 m². Sur la plupart des systèmes radars, le F-35 apparaît comme quelque chose de moins significatif qu'un oiseau. Deux mécanismes complémentaires produisent ce résultat. Le premier est la forme. Chaque surface de l'appareil est conçue et orientée pour dévier les ondes radar entrantes loin de la source émettrice plutôt que de les renvoyer vers elle. La silhouette distinctive du F-35, ses surfaces précisément angulées, l'alignement soigneusement géré de ses arêtes, sa géométrie fondue entre fuselage et aile, chaque choix de conception visible dans l'apparence de l'appareil a été dicté par l'exigence de dévier l'énergie radar plutôt que de la réfléchir vers le récepteur. Le second mécanisme est le revêtement en matériaux absorbant radar appliqué sur toute la surface externe de la cellule, un traitement qui transforme l'énergie radar reçue en chaleur au lieu de la renvoyer vers la détection. Ces deux mécanismes réunis produisent un appareil effectivement invisible pour les systèmes radars qui guident les missiles solaires modernes. Cette expression précise, les systèmes radars qui guident les missiles solaires modernes, est l'expression la plus déterminante pour comprendre toute cette situation. Elle doit être examinée attentivement avant toute chose, parce que la furtivité n'est pas une propriété universelle qui fonctionne de la même manière face à tous les radars. C'est une propriété spécifique à certaines fréquences. Elle agit contre des fréquences radar particulières. Elle a été conçue avec une précision délibérée pour vaincre les fréquences employées par les radars de conduite de tir des systèmes modernes de ciblage de missiles solaires. Ces systèmes fonctionnent principalement dans la bande X et dans des plages de fréquences plus élevées. Des radars à longueur d'onde centimétrique, à haute résolution, avec une capacité de ciblage précise, le genre de système capable de guider un missile à quelques mètres d'un avion manœuvrant à altitude de combat. La géométrie de forme du F-35 et ses revêtements absorbants radar neutralisent ces bandes de fréquences avec une efficacité extraordinaire. C'est le rendement opérationnel d'un investissement de 1,7 trillion de dollars. Face à un radar moderne de conduite de tir en bande X, le F-35 atteint quelque chose qui s'approche réellement de l'invisibilité. Face à un radar VHF, la situation est catégoriquement différente. Et c'est généralement ici que l'argumentaire de vente pro-Trump voudrait que tout le monde acquiesce poliment et ignore la partie où la physique continue d'interrompre l'exposé. La raison relève d'un principe de physique électromagnétique. Quand la longueur d'onde d'une émission radar est comparable ou supérieure aux dimensions physiques de l'objet illuminé, un phénomène appelé régime de diffusion de Rayleigh entre en jeu. Dans le régime de diffusion de Rayleigh, la forme furtive cesse de fonctionner comme prévu. La géométrie de l'appareil n'est plus assez grande par rapport à l'onde radar entrante pour dévier le signal dans la direction prévue. L'appareil devient électromagnétiquement résonant avec le signal entrant. Au lieu de rediriger l'énergie radar loin de la source, l'appareil la disperse largement dans toutes les directions. Les dimensions physiques du F-35 le placent directement dans le régime de diffusion de Rayleigh lorsqu'il est illuminé par des fréquences radar VHF. Ce n'est pas une découverte classifiée issue de recherche de défense restreinte. C'est de la physique. C'est documenté dans la littérature universitaire ouverte
Carlo Kopp, ingénieur aérospatial et analyste de défense, a publié par Air Power Australia une analyse technique exhaustive de cette vulnérabilité précise. Les travaux de la RAND Corporation sur les défis à la domination aérienne mentionnent la vulnérabilité des plateformes furtives au radar à grande longueur d'onde comme une limite reconnue et comprise. Le docteur William Sweetman, l'un des journalistes aéronautiques les plus reconnus des 4 dernières décennies, a traité du problème des radars VHF dans Aviation Week. Il y a plus de 20 ans, les personnes qui ont conçu le F-35 n'ignoraient rien de tout cela. Les personnes qui l'ont financé non plus, les responsables qui ont présenté au Congrès, les chiffres de coûts unitaires non plus. Alors pourquoi le programme a-t-il avancé avec cette architecture? Parce que ceux qui le dirigeaient ont posé une hypothèse. Cette hypothèse fonctionnait ainsi. Un radar VHF peut détecter un avion furtif, mais un radar VHF ne peut pas le cibler avec une précision suffisante pour guider un missile vers l'interception. Les caractéristiques de résolution des systèmes VHF produisent une précision de position mesurée en kilomètres plutôt qu'en mètres. Même si un adversaire exploitant un système VHF peut voir un contact sur son écran et conclure qu'un appareil furtif opère quelque part dans une région donnée du ciel, il ne peut pas traduire cette information en données de ciblage avec la précision qu'un missile exige pour atteindre une géométrie d'interception. Un missile se dirigeant vers une cible en altitude a besoin d'une précision de position mesurée en mètres à un seul chiffre. Le VHF fournit une précision de position mesurée en kilomètres. Cet écart entre ce que fournit la détection VHF et ce qu'exige le guidage d'un missile constituait la marge sur laquelle a été bâtie la doctrine des appareils furtifs. Et pendant une période assez longue, cette hypothèse a tenu. Les hypothèses ont toujours l'air solides à la télévision. Elles ont beaucoup moins l'air solides quand des opérateurs radars commencent à les transformer en coordonnées. Ce qui a changé, c'est ce que l'Iran a intégré au Bavar 373. Le Bavar 373 est le système de missiles solaires le plus performant que l'Iran ait développé au pays. Le ministère iranien de la Défense a présenté publiquement le système en 2019. La plateforme utilise des unités radars mobiles, une architecture de commandement centralisé et des missiles dont la portée d'engagement annoncée est de 200 km. Ce sont ces spécifications qui attirent l'essentiel de l'attention analytique portée au système. Ce ne sont pas les détails déterminants sur le plan opérationnel. Le détail réellement déterminant sur le plan opérationnel, c'est la question des bandes de fréquence radar, dans lesquelles l'architecture de détection du Bavar 373 fonctionne réellement. Le Bavar 373 intègre des radars opérant dans la bande VHF et dans la bande L. C'est documenté dans des analyses militaires en source ouverte publiées par le Royal United Services Institute à Londres et par l'International Institute for Strategic Studies. Ce n'est pas du matériel classifié. Cela n'a simplement pas été expliqué clairement au public qui suivent ce conflit. Le radar VHF n'est pas une nouveauté technologique. Le système britannique Chain Home, qui a joué un rôle décisif dans la défaite de la Luftwaffe pendant la bataille d'Angleterre, fonctionnait dans les plages HF et VHF. Le radar d'alerte avancé soviétique P-18, déployé en 1970, fonctionne en VHF. Ce sont des systèmes plus anciens que la télévision couleur. Il s'avère que de très vieilles idées radars peuvent encore ruiner de très coûteuses campagnes de communication. Ce que l'Iran a fait, c'est pas inventer une technologie radar supérieure. Ce que l'Iran a fait, c'est combiner deux types établis dans une architecture intégrée qui referme précisément l'écart que la doctrine furtive du F-35 comptait voir rester ouvert. Le radar VHF localise le F-35. Il ne peut pas fournir des données de ciblage d'une qualité suffisante pour le guidage d'un missile, mais il n'a pas besoin d'accomplir cette tâche. Ce qu'il accomplit, c'est de réduire la position du F-35 à un corridor défini du ciel, une zone d'environ 20 km dans laquelle l'appareil est connu pour évoluer. Le système oriente ensuite un radar de bande X à plus haute fréquence et à plus courte portée pour qu'il scrute ce corridor précis avec une attention ciblée. Ce radar de bande X n'essaie pas de localiser un avion furtif dans un ciel ouvert sans aucune information préalable.
Il essaie d'illuminer un appareil dont la position approximative lui a déjà été transmise à l'intérieur d'une zone de recherche de 20 km. C'est un problème opérationnel fondamentalement différent, et c'est un problème qu'un radar de bande X peut résoudre même face à une plateforme ayant les caractéristiques de section équivalente radar du F-35, parce que l'espace de recherche a été réduit du ciel visible tout entier à une zone définie et bornée. La technique s'appelle la fusion de capteurs. Le cadre conceptuel n'a rien de nouveau dans l'analyse de défense. Le défi permanent a toujours été de l'exécuter de façon fiable dans des conditions réelles de combat, avec la précision de synchronisation et la performance des liaisons de données nécessaires pour maintenir une poursuite continue sur un appareil volant à Mach 1, 5, tout en exécutant des manœuvres d'évitement. Cela exige une précision extraordinaire dans le timing, la synchronisation, des liaisons de données fonctionnelles reliant des systèmes radars distincts qui peuvent être physiquement séparés par des distances importantes, une architecture logicielle capable de gérer le transfert dans les millisecondes disponibles avant qu'un appareil supersonique ne change de cap ou d'altitude, ainsi que des opérateurs formés et entraînés à gérer l'image complète des capteurs intégrés sous la pression cognitive et psychologique du combat réel. L'évaluation militaire américaine dominante était que l'Iran ne pouvait pas refermer cet écart d'exécution. Le champ de débris réparti sur 3 km de territoire iranien, ce matin suggère que cette évaluation exige une révision fondamentale. Maintenant, il faut considérer ce que cela signifie au-delà de la seule cellule qui a produit ce champ de débris, parce que c'est ici que les conséquences de cet abattage dépassent largement la perte tactique d'un seul appareil dans une seule mission. Voilà ce qui arrive quand une confiance construite pour les conférences de presse rencontre un réseau radar construit pour la guerre. Les États-Unis ont engagé 7 trillions de dollars dans les programmes d'avions furtifs couvrant le F-35, le F-1-2, le B-2 et la recherche et développement de prochaines générations depuis 1981. Tout cet investissement repose sur une seule prémisse opérationnelle. Les avions furtifs peuvent pénétrer un espace aérien défendu dans lequel des avions non furtifs ne pourraient pas survivre. Si des systèmes de fusion de capteurs peuvent, dans des conditions réelles de combat, orienter de façon fiable un radar de ciblage à partir d'une détection VHF, et si ce matin représente au minimum un point de données confirmé indiquant qu'ils le peuvent, alors la prémisse opérationnelle qui soutient un 7 trillions de dollars d'investissement stratégique devient un point d'interrogation. Quelque part, un commentateur pro-Trump répète probablement qu'une vulnérabilité à un trillion de dollars n'est au fond qu'un problème d'image de marque, et ce point d'interrogation ne se limite pas au F-35. Les bombardiers Boudé Spirit, la plateforme qui emporte les bombes nucléaires gravitationnelles américaines et qui sert d'instrument principal de la capacité américaine de frappe conventionnelle en profondeur contre les cibles les plus lourdement défendues sur Terre, repose sur la même hypothèse physique fondamentale. Ces chiffres précis de section équivalente radar diffèrent de ceux du F-35. Ces seuils précis de vulnérabilité selon les fréquences diffèrent à la marge, mais la proposition fondamentale selon laquelle la forme furtive combinée au traitement par matériaux absorbants radar rend un appareil impossible à cibler est identique. Si l'Iran a refermé l'écart d'exécution avec le Bavard 373, chaque profil de mission du B-2 pénétrant un espace aérien défendu est exécuté sur la base d'une hypothèse qui ne peut être plus valide sur le plan opérationnel. La dimension alliée de cet abattage produira les effets les plus lourds à long terme sur les relations stratégiques américaines et sur l'économie de défense. 15 nations ont acheté ou se sont formellement engagées à acheter le F-35 comme principal avion de combat. Leurs forces aériennes ont été structurées autour de la prémisse opérationnelle selon laquelle le F-35 peut pénétrer un espace aérien défendu qui vaincrait leur plateforme non furtive. Leurs budgets de défense ont été calibrés sur cette prémisse, leur planification militaire a été bâtie dessus. Les gouvernements de ces 15 nations adressent ce matin exactement la même question à leurs appareils de défense que celle que les planificateurs américains examinent à Washington. Des alliés peuvent absorber du risque. Ce qu'ils ne peuvent pas absorber indéfiniment, c'est qu'on leur vende un slogan là où il devait y avoir une doctrine
Si la capacité iranienne de fusion de capteurs peut détecter et engager de façon fiable un F-35 en combat réel, qu'est-ce que cela signifie pour les ensembles de missions qui étaient planifiés avec cet appareil? La réponse à cette question n'est pas que le F-35 est devenu sans valeur. Il demeure une plateforme de combat extraordinairement capable, avec des caractéristiques de performance qu'aucun adversaire actuel ne peut égaler dans de nombreuses catégories opérationnelles, mais la capacité précise qui justifiait son coût d'acquisition extraordinaire, la capacité de pénétrer des systèmes sophistiqués de défense aérienne intégrés qui détruiraient toute plateforme non furtive tentant la même pénétration, est précisément celle sur laquelle le champ de débris de ce matin a fait peser un sérieux point d'interrogation. Et ce point d'interrogation réécrit les calculs militaires de chaque opération planifiée qui dépendait du caractère fiable de cette capacité spécifique en conditions contestées. L'appareil de défense aérienne de l'armée populaire de libération chinoise examine ce que l'Iran a exécuté ce matin et pose une seule question. Peut-on reproduire cela à grande échelle? Cette question frappe plus fort que n'importe quel slogan de campagne, parce que les slogans ne survivent pas au contact d'une solution de tir. Almaz-Antey, l'entreprise russe responsable du développement de la famille S-400, affirme publiquement depuis des années disposer d'une capacité de détection par fusion de capteurs. La capacité annoncée du Squatre 100 à détecter des avions furtifs repose sur la même architecture de mise en file d'attente VHF plus haute fréquence que celle que l'Iran semble avoir exécutée avec succès contre le F-Femort Radio. Si l'Iran a démontré de manière indépendante une fusion de capteurs fonctionnels en combat réel, les affirmations russes en matière de capacité deviennent nettement plus crédibles que ce que les évaluations occidentales ont historiquement été prêtes à reconnaître. Chaque avion furtif américain et allié qui serait engagé dans des opérations contre des systèmes intégrés de défense aérienne, russes ou chinois, évolue désormais dans un environnement de menace qui vient de recevoir un point de données combat confirmé, suggérant que l'hypothèse centrale derrière la doctrine furtive peut être plus exposée que les architectes de cette doctrine n'étaient prêts à l'admettre. La question ouverte qui pèse sur la stratégie de puissance aérienne américaine après cet abattage n'est pas une question tactique qu'on pourrait résoudre par des ajustements d'entretien ou des modifications de procédures tactiques. C'est une question stratégique sur laquelle 7 trillions de dollars d'investissement et 30 ans de développement doctrinal ont été construits. La question n'est pas de savoir si l'écart d'exécution entre la détection VHF et la mise en file d'attente de conduite de tir en bande X que les architectes américains de la furtivité comptaient exploiter, théoriquement être refermé en principe, mais si il a réellement été refermé en conditions réelles de combat, il a toujours été théoriquement possible de le refermer. Les physiciens et les analystes de défense qui publiaient dans la littérature ouverte il y a 2 décennies disaient qu'il pouvait théoriquement être refermé, et ils l'ont dit avec une clarté suffisante pour que quiconque y prêtait attention comprenne l'implication. La question est de savoir si le bavard 373 iranien, dans des conditions de combat réel contre un F-35 opérationnel effectuant une mission réelle, l'a refermé en pratique. Le champ de débris, mesurant 3 km dans l'espace aérien iranien, est actuellement la réponse directe la plus tangible à cette question. Et c'est une réponse que chaque ministère de la Défense, chaque chef d'armée de l'air et chaque entrepreneur de défense dont le modèle d'affaires dépend du maintien opérationnel fiable de la prémisse furtive vont s'efforcer d'interpréter sous l'angle le plus favorable possible, parce que l'interprétation contraire est une interprétation qu'aucun d'entre eux ne peut se permettre d'accepter sans démanteler des hypothèses de planification, des engagements d'approvisionnement et des relations stratégiques construites sur plusieurs décennies. Le jour le plus difficile pour la propagande, c'est le jour où la physique refuse de coopérer. La question qui mérite qu'on s'y arrête est la suivante. Si la vulnérabilité des avions furtifs au radar VHF est documentée dans la littérature de défense accessible publiquement depuis plus de 20 ans, et si ceux qui ont construit le F-35 la comprenaient au moment où ils le construisaient, à partir de quel moment le fait de continuer à faire voler des missions furtives opérationnelles dans un espace aérien où les adversaires développent publiquement une capacité de fusion de capteurs cesse-t-il d'être une erreur d'évaluation du renseignement pour devenir une erreur doctrinale?
Et que signifie cela pour les 15 nations qui ont restructuré toute leur stratégie de puissance aérienne autour de la pénétration furtive du F-35? Si l'hypothèse centrale derrière cette stratégie vient d'être testée au combat et a produit un résultat que personne dans ces appareils de défense n'est prêt à traiter publiquement. Et c'est généralement le moment où la mise en scène à la Trump manque d'adjectifs, pendant que les faits, eux, continuent de parler. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.